Rebonjour tout le monde. Billy est là et aujourd'hui, nous avons une histoire. Je vais vous la raconter et comme d'habitude, je la lirai et donnerai mon opinion. J'espère que vous ferez de même dans les commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, plongeons-y. Mes parents ont fait un discours de 40 minutes au mariage de ma sœur. Au mien, ils se sont levés, ont dit « Essaie de ne pas rater celui-là », et se sont rassis. Toute la salle a entendu, a éclaté de rire. Je n'ai pas réagi. 6 mois plus tard, ils ont appelé pour demander pourquoi j'avais déménagé d'état. Le retour de micro a traversé la salle de réception, attirant l'attention de tous vers la table d'honneur. Mon père s'est levé, verre de champagne levé, regardant les 200 invités réunis pour mon mariage. Ma mère s'est levée à côté de lui, ajustant sa robe et souriant à la foule. C'était le moment que je redoutais en silence depuis des mois. Les discours des parents, la partie de la réception où les mères et les pères partagent traditionnellement des histoires sincères, accueillent de nouveaux membres de la famille et célèbrent le bonheur de leurs enfants. Je les avais vus prononcer un discours de 40 minutes au mariage de ma sœur Véronica, 2 ans auparavant. 40 minutes d'histoire soigneusement élaborée sur son enfance, ses réalisations, son cheminement vers l'amour. Ils avaient fait pleurer toute la salle avec leurs mots touchants sur la fille remarquable qu'elle était. À quel point ils étaient fiers de la femme qu'elle était devenue. J'étais assise à la table d'honneur à côté de mon nouveau mari, Marcus. Mes mains étaient croisées sur mes genoux, attendant de voir ce que mes parents diraient de moi. Mon père s'est raclé la gorge et m'a regardé directement. « Essaie de ne pas rater celui-là », a-t-il dit dans le microphone. Puis il s'est rassis. La pièce est restée silencieuse pendant exactement 2 secondes avant que quelqu'un à l'arrière ne commence à rire. Puis une autre personne s'est jointe. En quelques instants, toute la salle de réception a éclaté de rire. Les invités supposant qu'il s'agissait d'une sorte de blague interne ou d'un humour délibérément ironique. Mais ce n'était pas une blague. Je pouvais le voir dans le sourire satisfait de ma mère alors qu'elle se rasseyait dans sa chaise. Je pouvais le sentir dans la façon dont mon père n'a pas croisé mon regard en prenant une longue gorgée de son champagne. Il s'était levé à mon mariage, m'avait humilié devant tout le monde que je connaissais et s'était rassis comme s'il n'avait rien fait de mal. La main de Marcus a trouvé la mienne sous la table. Il a serré assez fort pour que je sache qu'il était furieux, mais quand je l'ai regardé, son visage était soigneusement neutre. Nous avions discuté de la possibilité que mes parents fassent un discours minimal. Nous n'avions jamais imaginé qu'ils en feraient une insulte publique. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas pleuré, je ne les ai pas confrontés, je n'ai pas fait de scène. J'ai souri comme tout le monde dans la pièce souriait, comme si j'étais au courant de la blague qu'ils pensaient venir de voir. Puis je me suis tournée vers Marcus et l'ai embrassé, détournant l'attention de mes parents et la ramenant vers nous en tant que couple. La réception a continué. Le DJ a recommencé la musique. Les gens ont dansé et bu et ont célébré, la plupart d'entre eux ayant déjà oublié le discours maladroit des parents en faveur de la fête. Mais je n'ai pas oublié. Chaque sourire que j'ai donné le reste de la nuit était une performance. Chaque rire était calculé. J'ai joué le rôle de la mariée heureuse tout en cataloguant mentalement ce qui venait de se passer et ce que cela signifiait. Ma sœur Véronica m'a approché pendant la partie danse de la soirée. Elle avait 3 ans de plus que moi, était mariée à un chirurgien nommé Paul et avait toujours été l'enfant prodige de notre famille. C'était plutôt drôle, a-t-elle dit, hochant la tête vers la table de nos parents. Très audacieux de leur part. Hilarant, ai-je répondu d'un ton monocorde. Oh, allez. Tu dois admettre que c'était parfait après tout ce qui s'est passé avec Tyler. Je veux dire, il reconnaissait probablement ton histoire. Tyler avait été ma relation précédente, un engagement de 3 ans qui s'est terminé lorsque j'ai découvert qu'il me trompait avec une collègue. La rupture s'est produite 18 mois avant que je rencontre Marcus, et j'avais passé ce temps à reconstruire ma vie et à réapprendre à faire confiance. Apparemment, pour ma famille, cette rupture signifiait que j'étais un échec dans les relations qui devaient être rappelées de ne pas rater ma 2e chance. Exactement, ai-je dit, très attentionnée de leur part de mentionner mon ex à mon mariage avec quelqu'un d'autre. Véronica a haussé les épaules. Ne sois pas si sensible. C'est juste leur sens de l'humour.
Elle est partie avant que je puisse répondre, retournant vers Paul et leur groupe d'amis qui avaient tous ri pendant le discours. Les parents de Marcus se sont approchés ensuite. Sa mère, Linda, avait l'air inquiète. « Ma chérie, ça va ?» Ce discours semblait exactement ce qu'ils sont, ai-je terminé. « Je vais bien. Ne laissons pas ça gâcher la journée. » Linda m'a serré fort. « Tu es toujours la bienvenue dans notre famille. Toujours. J'espère que tu le sais. » Je savais que la famille de Marcus n'avait été que bienveillante depuis le jour où il m'avait présenté. Il m'avait organisé une fête de mariage, m'avait aidé avec la planification du mariage et m'avait traité comme si j'avais toujours fait partie d'eux. Le contraste avec mes propres parents n'aurait pas pu être plus frappant. Le mariage s'est terminé sans autre incident. Marcus et moi sommes partis pour notre lune de miel à Hawaï le lendemain matin, passant une semaine déconnectés du drame familial et concentrés sur le bon départ de notre mariage. C'est pendant ces moments calmes sur la plage que nous avons commencé à parler sérieusement de la suite, où nous voulions vivre, quel genre de vie nous voulions construire, qui nous voulions faire partie de cette vie. Je ne veux plus vivre près d'eux, ai-je admis un soir alors que nous regardions le coucher de soleil. Mes parents, chaque dîner de famille, chaque jour férié, chaque interaction est juste une autre occasion pour eux de me faire comprendre que je ne suis pas la fille qu'ils voulaient. Alors nous ne vivons pas près d'eux, a dit Marcus simplement. Mon entreprise a des bureaux partout dans le pays. Je peux demander un transfert. Nous pouvons aller où tu veux. Tu fais ça? Tu quittes ta ville natale? Tu t'éloignes de ta famille? Ma famille visitera tes parents. Eh bien, la distance pourrait en fait améliorer cette relation ou du moins te faciliter le contrôle de ton contact avec eux. Nous avons discuté de la logistique pendant le reste de la lune de miel. L'entreprise de Marcus avait un bureau en pleine croissance à Portland, dans l'Oregon, à 3000 miles de la ville de Pennsylvanie où nous avions tous deux grandi. Le coût de la vie était similaire, les opportunités de carrière étaient meilleures, et aucun de nous n'avait d'attachement particulier à la Pennsylvanie au-delà de la famille. Au moment où nous sommes rentrés d'Hawaï, nous avions pris la décision. Nous déménagions. Les 2 mois suivants ont été un tourbillon d'activités. Marcus a formellement demandé le transfert et a été approuvé en 2 semaines. Nous avons mis notre petite maison de ville sur le marché et elle s'est vendue plus vite que prévu. J'ai donné mon préavis à mon travail de marketing et j'ai commencé à postuler à des postes à Portland. Nous avons d'abord informé les parents de Marcus. Ils nous ont soutenus, tristes de nous voir partir, mais compréhensifs de nos raisons. Nous avons promis des appels vidéo réguliers et des visites au moins 2 fois par an. J'ai informé mes parents en dernier, lors d'un dîner dominical chez eux, environ 6 semaines avant notre déménagement prévu. Véronica et Paul étaient là aussi, comme d'habitude. Ces dîners de famille avaient lieu tous les mois, des réunions obligatoires où mes parents louaient les réalisations de Véronica et reconnaissaient à peine mon existence. Nous déménageons à Portland, ai-je annoncé pendant le dessert. Marcus a obtenu un transfert. Nous partons dans 6 semaines. Ma mère a fait une pause, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Portland, Oregon? Oui, c'est de l'autre côté du pays. Environ 3000 miles. Mon père a froncé les sourcils. Cela semble soudain. Nous le planifions depuis la lune de miel. Ce n'est pas soudain du tout. Véronica a échangé un regard avec Paul. Et les vacances? Les événements familiaux? Nous nous débrouillerons. Appels vidéo, visites occasionnelles quand les horaires le permettent. Alors, vous partez juste, a dit ma mère, son ton suggérant que je commettais une sorte de trahison, déménageant à travers le pays sans vraiment en discuter avec la famille. Je suis une adulte. Je n'ai pas besoin de permission pour déménager. C'est à cause du mariage, n'est-ce pas, a demandé mon père à propos du discours. Le fait qu'il s'en souvienne, qu'il relie notre déménagement à ce moment, m'a dit qu'il savait exactement ce qu'il avait fait. Ce n'était pas une blague innocente pour laquelle j'étais trop sensible. Il comprenait que se lever à mon mariage et me dire de ne pas gâcher mon mariage était blessant. Il s'agit de construire la vie que Marcus et moi voulons, ai-je répondu prudemment. Portland offre de meilleures opportunités de carrière pour nous deux. La vie de Billy, pour moi, ce n'était pas une blague.
C'était un coup bas public déguisé en humour et il le savait. Le fait que votre père vous ait regardé droit dans les yeux, ait dit ça, puis se soit rassis comme si c'était normal et que votre mère ait eu un sourire narquois. Oui, ce n'était pas accidentel. C'était leur façon de vous montrer exactement comment ils vous voyaient devant tout le monde. Et honnêtement, votre réaction, c'est ce que les gens respectent. Vous ne vous êtes pas effondré, n'avez pas discuté, vous l'avez juste enregistré et vous êtes comporté différemment. Ma mère a posé sa fourchette avec plus de force que nécessaire. Je pense que tu fais une erreur. T'éloigner du soutien familial, de ta communauté. Que se passera-t-il lorsque tu auras besoin d'aide? Lorsque les choses deviendront difficiles? Nous nous en occuperons nous-mêmes, comme les adultes le font. C'est très égoïste, Julia, a poursuivi ma mère. Très immature. J'ai failli rire. Immature de déménager à travers le pays pour la carrière de mon mari et mon propre nouveau départ. Immature d'établir mon indépendance vis-à-vis de parents qui avaient clairement fait comprendre que j'étais leur fille inférieure. Nous avons pris notre décision, a dit Marcus, sa voix ferme mais polie. Nous sommes enthousiasmés par ce nouveau chapitre. Le dîner s'est terminé peu après, la tension étant trop forte pour continuer à faire semblant de normalité. Mes parents n'ont pas discuté davantage, mais leur désapprobation était évidente dans chaque adieu raide et chaque sourire forcé. Les 6 semaines avant le déménagement sont passées rapidement. Nous avons emballé nos affaires, dit au revoir à nos amis et pris des dispositions pour le voyage à travers le pays. Les parents de Marcus nous ont organisé une fête de départ, invitant la famille élargie et les amis à nous souhaiter bonne chance. Mes parents n'y ont pas assisté, affirmant qu'ils avaient un engagement antérieur qu'ils ne pouvaient pas annuler. Véronica est venue à la fête, cependant. Elle m'a prise à part vers la fin de la soirée. Tu fais vraiment ça, a-t-elle dit. Tu laisses tout le monde. Je déménage pour le travail de mon mari. Les gens font ça tout le temps. Maman et papa sont blessés. Ils pensent que tu t'enfuis. De quoi? Véronica a hésité, puis a haussé les épaules. Des obligations familiales. De leur présence dans leur vie. Ils t'ont élevé, Julia. Cela ne compte pour rien? J'ai regardé ma sœur, me demandant si elle ne voyait vraiment pas la disparité dans la façon dont nos parents nous traitaient, si elle avait été si immergée dans le fait d'être la favorite qu'elle ne pouvait pas reconnaître le schéma. Véronica, tu te souviens de leur discours à mon mariage? La blague? Oui, c'était drôle. Ce n'était pas une blague et ce n'était pas drôle. Ils se sont levés à mon mariage et m'ont dit de ne pas gâcher mon mariage. C'était tout le discours. 7 mots. À ton mariage, ils ont parlé pendant 40 minutes de la fierté qu'ils avaient de toi, à quel point tu étais remarquable. À quel point Paul avait de la chance de t'épouser. Eh bien, je n'ai jamais eu de relation ratée comme toi avec Tyler. Tyler m'a trompée. L'échec de cette relation n'était pas ma faute. Mais tu l'as choisi. Tu es sorti avec lui pendant 3 ans. Cela montre des problèmes de jugement. J'ai regardé ma sœur, réalisant que cette conversation était inutile. Elle avait adhéré au récit que nos parents avaient créé. Véronica était parfaite. J'étais imparfaite. Véronica faisait de bons choix. Je faisais des erreurs. Véronica méritait des discours de 40 minutes sur sa grandeur. Je méritais des rappels de 7 mots pour ne pas gâcher. Je dois finir de faire mes bagages, ai-je dit, mettant fin à la conversation. Merci d'être venu à la fête. Le trajet jusqu'à Portland a duré 4 jours. Marcus et moi nous relayions au volant, nous arrêtant dans des motels en chemin, regardant le paysage changer des forêts de l'Est aux plaines du Midwest en passant par les montagnes de l'Ouest. Chaque kilomètre me donnait l'impression de me décharger d'un poids que j'avais porté pendant des années. Notre nouvel appartement à Portland était petit mais lumineux, avec vue sur la ville et les montagnes au loin. Mon nouveau travail a commencé 2 semaines après notre arrivée, un poste de marketing dans une start-up technologique avec des possibilités de croissance. Le transfert de Marcus s'est déroulé sans problème et il a été rapidement intégré au bureau de Portland. Nous avons établi des routines qui n'avaient rien à voir avec les dîners de famille obligatoires ou les comparaisons avec ma sœur.
Nous nous sommes fait des amis par le travail et les activités communautaires. Nous avons exploré notre nouvelle ville, découvrant des restaurants préférés, des sentiers de randonnée et des lieux de week-end. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne vivais pas dans l'ombre de Véronica. Je ne me faisais pas constamment rappeler que j'étais la fille qui avait fait des erreurs tandis qu'elle était la fille qui avait tout fait correctement. Les premiers mois à Portland, mes parents n'ont pas appelé, n'ont pas envoyé de SMS, ne se sont pas renseignés pour savoir comment nous nous installions ou si nous avions besoin de quoi que ce soit. Le silence était notable, mais pas surprenant. Les parents de Marcus appelaient chaque semaine, voulant entendre parler de notre nouvelle ville et de nos aventures. Ils envoyaient des colis de friandises locales de Pennsylvanie et des notes disant à quel point ils nous manquaient. Le contraste était évident et douloureux. 6 mois après le déménagement, un samedi matin, alors que Marcus et moi préparions le petit déjeuner, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère est apparu sur l'écran. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Bonjour, Julia. C'est ta mère. » Comme si je n'avais pas l'identification de l'appelant. Nous n'avons pas eu de nouvelles de toi depuis des mois. Nous avons été occupés à nous installer. Nouveaux emplois, nouvelle ville. Cela fait 6 mois. Tu as sûrement eu le temps d'appeler tes parents. J'ai ravalé la réponse qu'elle aurait pu m'appeler n'importe quand pendant ces 6 mois. Que puis-je faire pour toi, maman? J'appelle parce que ton père et moi pensons qu'il est temps que tu rentres nous rendre visite. Les fêtes approchent, et la famille devrait être réunie. Nous prévoyons de passer les fêtes ici à Portland. Peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, Julia? Tu ne peux pas manquer Thanksgiving et Noël. C'est inacceptable. Nous construisons nos propres traditions maintenant, comme les personnes mariées le font. C'est à cause du mariage, n'est-ce pas, a dit ma mère, sa voix prenant un ton accusateur. Tu es toujours fâchée à cause du discours. Je ne suis pas fâchée. Je vis juste ma vie à 3000 miles de distance. Ton père plaisantait. C'était censé être drôle. Ce n'était pas drôle pour moi. Eh bien, tu as toujours été trop sensible, incapable de prendre une blague. Et voilà. La déviation classique. Le problème n'était pas leur comportement. C'était ma réaction à leur comportement. J'étais trop sensible, trop émotive, incapable de prendre une blague. Maman, je dois y aller. Nous avons des projets ce matin. Quand viendras-tu nous rendre visite? Je ne sais pas. Nous trouverons un moyen, un jour. Un jour? Quel genre de réponse est-ce? La plus honnête. Nous avons déménagé ici pour prendre un nouveau départ. Cela inclut de décider quand et à quelle fréquence nous interagissons avec la famille élargie. Famille élargie? Nous sommes tes parents, Julia, pas des cousins éloignés que tu vois une fois par décennie. Je suis consciente de qui vous êtes. Je suis également consciente de la façon dont vous m'avez traitée par rapport à Véronica toute ma vie. Le discours de mariage n'était que l'exemple le plus public. Silence à l'autre bout, puis froidement. Je ne sais pas de quoi tu parles. 40 minutes pour Véronica. 7 mots pour moi. Des histoires sur la fille remarquable qu'elle est contre un rappel de ne pas gâcher mon mariage. Tu ne vois vraiment pas la différence? Le mariage de Véronica était différent. Les circonstances étaient différentes. Les circonstances étaient que tu l'aimes plus et que tu n'as jamais pris la peine de le cacher. C'est une chose terrible à dire. C'est une chose terrible à vivre. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, l'adrénaline inondant mon système d'avoir enfin dit à voix haute ce que je ressentais depuis des années. Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte. Ça va? Je crois que je viens de brûler un pont. Tant mieux. C'était un pont qui ne menait nulle part de toute façon. Il avait raison. La relation avec mes parents n'avait jamais été ce dont j'avais besoin. Déménager à travers le pays n'avait pas changé cela. Cela avait juste rendu la vie plus facile à supporter. La vie de Billy, ce discours n'était pas un accident. C'était un résumé de la façon dont ils vous ont toujours vu, juste enfin dit à voix haute devant tout le monde. Et le fait qu'ils agissent encore confus 6 mois plus tard, c'est ça le plus fou.
Vous n'avez pas pris une décision émotionnelle. Vous avez adapté votre vie à la réalité. Vous avez vu comment vous étiez traité et vous avez agi en conséquence. Ce n'est pas fuir. C'est de la clarté. Et maintenant, ils appellent comme si rien ne s'était passé, attendant des vacances et une normalité. Mais ils n'ont jamais fait l'effort de mériter cela en premier lieu. Véronica a appelé 2 jours plus tard. Apparemment, notre mère l'avait immédiatement appelé pour se plaindre de mon attaque pendant notre conversation téléphonique. Maman est vraiment blessée, a dit Véronica. Elle a dit que tu l'avais accusée de ne pas t'aimer. J'ai dit qu'elle t'aimait plus que moi. Il y a une différence. Ce n'est pas vrai. Elle nous aime toutes les deux. A-t-elle fait un discours de 40 minutes à ton mariage ou une insulte de 7 mots? Oh mon Dieu, tu es toujours là-dessus. C'était il y a des années. Il y a 2 ans. Et oui, j'y suis toujours parce que cela résume parfaitement la façon dont ils m'ont traité toute ma vie. Véronica a soupiré dramatiquement. Tu es ridicule. Maman et papa sont de bons parents. Ils nous ont élevés, soutenus, nous ont donné des opportunités. Alors, ils ne sont pas parfaits pour exprimer leurs émotions. Et alors? Véronica, réponds-moi honnêtement. Quand est la dernière fois qu'ils se sont informés de ma vie, de mon travail, de mon mariage, de quoi que ce soit à mon sujet qui ne me comparait pas à toi? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas exactement parce qu'ils ne le font pas. Chaque conversation porte sur toi et tes réalisations. Chaque réunion de famille est centrée sur la célébration de toi. Je suis juste là. Bruit de fond. La fille moins réussie qui fait des choix douteux. Si tu te sentais comme ça, tu aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je l'ai fait plusieurs fois. On m'a dit que j'étais sensible, dramatique, que j'imaginais des problèmes, les mêmes choses que tu me dis en ce moment. Alors, ta solution est de déménager à travers le pays et de couper tout le monde? J'ai déménagé pour le travail de Marcus et ma carrière. La distance avec toi, maman et papa n'est qu'un bonus. C'est vraiment blessant, Julia. Oui, eh bien, bienvenue dans toute mon enfance. Cet appel s'est également mal terminé. Véronica n'a plus pris contact, et je n'ai pas initié le contact. Le chat de groupe familial qui avait été sporadiquement actif est devenu complètement silencieux après que j'ai cessé de répondre aux messages. Les vacances sont passées. Marcus et moi avons passé Thanksgiving avec des amis que nous avions rencontrés à Portland, organisant un Friendsgiving détendu et amusant. Noël, c'était juste nous deux, à faire la grasse matinée, à préparer un dîner élaboré et à regarder des films en pyjama. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de Pennsylvanie. Pas de SMS nous souhaitant de joyeuses fêtes. Aucune reconnaissance de notre existence. Les parents de Marcus ont appelé pour les 2 jours fériés, en vidéo et en envoyant des cadeaux. Ils se sont informés de nos projets de célébration et ont partagé des photos de leurs propres réunions. L'amour et l'inclusion dans ces appels rendaient le silence de ma propre famille plus évident mais moins douloureux. 3 mois après ce premier appel de ma mère, mon père a essayé. Il a appelé un mardi soir pendant que Marcus travaillait tard. Julia, c'est papa. Salut, papa. Ta mère voulait que j'appelle. Elle pense que tu me parleras peut-être au lieu de raccrocher. Je ne lui ai pas raccroché au nez. J'ai mis fin à une conversation qui ne menait nulle part. Elle est bouleversée. Véronica est bouleversée. Tu as essentiellement coupé toute la famille. J'ai déménagé à Portland et j'ai arrêté de me porter volontaire pour des rappels mensuels que je suis la fille décevante. Ce n'est pas couper les ponts. C'est de l'autopréservation. Personne ne te trouve décevante. Alors pourquoi vous êtes-vous levé à mon mariage pour me dire de ne pas gâcher mon mariage? Silence. Puis, c'était censé être léger. Une blague sur ton histoire avec Tyler. Papa, tu as fait à Véronica un discours de 40 minutes sur la façon dont elle est incroyable. Tu m'as donné 7 mots sur le fait de ne pas gâcher. Comment est-ce même un peu la même chose? Le mariage de Véronica était différent. Arrête de dire ça. Arrête de prétendre qu'il y a une justification à me traiter comme si je comptais moins qu'elle. Vous l'avez fait toute notre vie.
Le discours de mariage n'était que l'exemple le plus public. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je veux que tu admettes que tu m'as traité différemment de Véronica, que tu as clairement montré qu'elle est la fille dont tu es fière et que je suis celle que tu tolères. Je veux que tu reconnaisses que ce que tu as dit à mon mariage était blessant et faux. Plus de silence. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais l'imaginer assis dans son bureau, essayant de comprendre comment naviguer dans cette conversation. Je suis désolé si tes sentiments ont été blessés, a-t-il finalement dit. Ce n'est pas des excuses. C'est un évitement. Tu es désolé que j'ai été blessé, pas désolé pour ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu veux, Julia? Tu veux que je me mette à genoux? Que je fasse semblant d'être un monstre qui t'a maltraité? J'ai été un bon père. Je t'ai pourvu, je t'ai donné des opportunités, je t'ai soutenu à l'école. Tu as fait le minimum requis d'un parent, nourriture, abri, éducation. Mais tu ne m'as jamais fait sentir valorisée. Tu ne m'as jamais fait sentir que j'étais assez bien telle que j'étais. Tout tournait toujours autour de ce que Véronica accomplissait et de la façon dont je n'étais pas à la hauteur en comparaison. C'est ta perception, pas la réalité. Et ce fut la goutte d'eau, le refus de reconnaître, même minimalement, qu'il m'avait traité différemment. L'insistance sur le fait que mes décennies à me sentir inférieure n'étaient que ma perception plutôt que leur schéma de comportement constant. Tu as raison, ai-je dit. C'était ma perception et je me suis retirée de la situation qu'il a créée. Je suis plus heureuse maintenant, plus stable, construisant une vie où l'on ne me rappelle pas constamment que je ne suis pas assez. Alors c'est ça? Tu vas rester en Oregon et faire comme si tu n'avais pas de famille? J'ai une famille. J'ai Marcus et ses parents et les amis que nous nous sommes faits ici. J'ai une famille choisie qui me valorise réellement. Toi, maman et Véronica, vous êtes des parents, mais vous avez cessé d'être une famille il y a longtemps. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué le numéro de mon père, puis celui de ma mère, puis celui de Véronica. La finalité de cela me semblait à la fois terrifiante et libératrice. 30 ans à essayer de gagner l'amour et l'approbation de personnes qui avaient clairement fait comprendre que je ne serais jamais à la hauteur était terminé. Je me choisissais moi-même à la place. Marcus est rentré à la maison et m'a trouvé en train de pleurer sur le canapé, pleurant affreusement d'une manière que je ne m'étais jamais permise auparavant. Je les ai bloqués, ai-je dit. Tous. Mes parents, ma sœur. Je les ai juste coupés complètement. Il s'est assis à côté de moi et m'a prise dans ses bras. Bien. C'est ça? Et si je regrette? Et si je suis trop dure? Julia, tu leur as donné 30 ans et un jour de mariage pour te montrer que tu comptais. Ils t'ont montré le contraire à chaque fois. Ce n'est pas toi qui es dur. C'est toi qui te protèges enfin. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais le chagrin était toujours réel. Pas le chagrin pour la relation que je terminais, mais le chagrin pour la relation que j'avais toujours voulu et que je n'avais jamais eue. Le lendemain matin, j'ai changé mon numéro de téléphone. Je ne l'ai donné à personne en Pennsylvanie, sauf aux parents de Marcus, avec des instructions explicites de ne pas le partager avec ma famille, quelles que soient les circonstances. J'ai mis mes réseaux sociaux en privé, bloqué mes parents et ma sœur sur toutes les plateformes, et me suis essentiellement effacée de leur capacité à me contacter. Billy S. Input, ce qui reste, c'est le père qui persiste. Pas même de vraies excuses. Juste, c'est ta perception. C'est là que l'on sait que c'est fini. Parce que si quelqu'un ne peut même pas le voir, il ne le réparera jamais. Et honnêtement, ce moment sur le canapé, c'est réel. Les gens pensent que couper les ponts avec la famille est puissant, mais ça fait aussi mal parce qu'on lâche ce qu'on espérait qu'ils seraient, pas ce qu'ils étaient réellement. Mais tu n'es pas parti. Tu as choisi une vie où tu ne te rapetisses pas constamment pour correspondre à leur version de toi. Et c'est la partie avec laquelle les gens qui regardent cela seront d'accord. Parfois, la distance n'est pas une punition, c'est la paix. La vie a continué. Mon travail est devenu plus intense car mes campagnes de marketing ont donné des résultats et j'ai assumé plus de responsabilités. Marcus a été promu ingénieur principal. Nous avons acheté une maison dans une banlieue de Portland, avec un jardin et de la place pour grandir.
Nous avons parlé de fonder une famille, du genre de parents que nous voulions être. Les conversations revenaient toujours à ce que nous ne ferions pas, aux façons dont nous ne montrerions pas de favoritisme ou ne ferions pas en sorte que nos enfants se sentent classés par valeur. 1 an après avoir bloqué ma famille, la mère de Marcus, Linda, est venue nous rendre visite pendant une semaine. Nous étions assis sur notre terrasse arrière un soir, buvant du vin et regardant le coucher de soleil, quand elle a abordé le sujet que j'avais évité. « As-tu eu des nouvelles de tes parents ?» a-t-elle demandé gentiment. « Non, ils n'ont pas mon nouveau numéro et je les ai bloqués sur les réseaux sociaux. » Te demandes-tu parfois comment ils vont ? Parfois. Mais se demander n'est pas la même chose que vouloir savoir. Linda est restée silencieuse un instant. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait le bon choix. Marcus m'a raconté certaines des choses qu'ils t'ont dites au fil des ans. Le discours de mariage, les comparaisons avec ta sœur. Personne ne mérite ça de la part de ses propres parents. Parfois, je me sens coupable, comme si j'aurais dû essayer plus fort de les faire comprendre. Ma chérie, tu as passé 30 ans à essayer de les faire comprendre. Ils ont choisi de ne pas le faire. C'est de leur faute, pas de la tienne. C'était la validation dont j'avais besoin de quelqu'un qui me connaissait comme belle-fille, mais qui me voyait comme une fille. Quelqu'un qui a choisi de m'aimer sans condition ni comparaison. 2 ans après le déménagement, 3 ans après le discours de mariage qui a tout changé, je suis tombée enceinte. Marcus et moi étions ravis, planifiant l'arrivée de notre fille avec excitation et appréhension. Les parents de Marcus étaient fous de joie. Ils ont immédiatement commencé à acheter des articles pour bébé et à planifier des visites pour aider après la naissance. Ils n'ont jamais une seule fois mentionné mes parents ou suggéré que je devrais les contacter pour leur annoncer l'arrivée de leur petite fille. J'y ai pensé cependant. J'ai réfléchi si ma fille méritait de connaître ses grands-parents maternels, même si ses grands-parents ne m'avaient jamais fait sentir valorisée. Si j'étais injuste en leur refusant l'accès à leur petite fille. Mais ensuite, j'ai imaginé ma fille grandir en les voyant s'extasier sur les enfants de Véronica tout en la traitant comme inférieure. J'ai imaginé qu'ils feraient des comparaisons, montreraient du favoritisme, recréeraient la même dynamique qui m'avait blessée. Et j'ai su que je ne pouvais pas permettre cela. Ma fille méritait mieux que des grands-parents qui l'aimeraient moins que ses cousins. Mieux que d'être l'enfant qu'il tolérait tout en célébrant les autres. Elle méritait ce que je n'avais jamais eu. Un amour inconditionnel sans classement ni comparaison. Sophie est née un mardi matin de mai. 8 livres 2 onces de bébé parfait. Marcus a pleuré en la tenant. Linda et le père de Marcus sont immédiatement venus pour rencontrer leur petite fille. Nous avons publié une annonce de naissance sur les réseaux sociaux, rendue publique afin que tout le monde puisse la voir. Un dernier test pour voir si mes parents surveillaient ma vie à distance. Le message a reçu des dizaines de commentaires d'amis et de la famille de Marcus, mais rien de Pennsylvanie. Aucune félicitation de mes parents ou de ma sœur. Soit ils ne savaient pas, soit ils ne s'en souciaient pas assez pour prendre contact. J'ai choisi de croire qu'ils ne savaient pas. C'était plus gentil que l'alternative. Sophie a 3 ans maintenant, elle s'épanouit à la maternelle et déborde de personnalité. Elle connaît les parents de Marcus sous le nom de Mamie Linda et Papy Tom. Ils se téléphonent chaque semaine, leur rendent visite 3 fois par an et la gâtent comme il se doit. Elle ne sait pas qu'elle a un autre ensemble de grands-parents ou une tante ou des cousins en Pennsylvanie. Pour elle, la famille, ce sont les gens qui se présentent et l'aiment constamment. C'est la définition avec laquelle je l'élève. Parfois, on me demande si j'ai des frères et sœurs, et je réponds non. C'est plus facile que d'expliquer que j'ai une sœur qui n'a jamais compris pourquoi être la favorite signifiait que j'étais l'oubliée. Que j'avais des parents qui ont fait un discours de 40 minutes sur la grandeur d'une fille et un rappel de cette mot à l'autre fille de ne pas échouer. Marcus et moi planifions la fête du 4e anniversaire de Sophie quand mon téléphone sonne d'un numéro inconnu de Pennsylvanie. Contre mon meilleur jugement, je réponds. Julia, une voix masculine que je ne reconnais pas immédiatement. C'est Paul, le mari de Véronica. Je suis tellement surprise qu'il appelle que je ne raccroche pas immédiatement. Paul, pourquoi tu appelles ? Ta mère essaie de te joindre depuis des années. Elle m'a donné ton ancien numéro pour essayer. Je sais que tu ne lui parleras probablement pas, mais j'avais besoin que tu saches.
Ton père a eu un AVC. Il est à l'hôpital. L'information s'enregistre lentement. Mon père a eu un AVC. Mon père, à qui je n'ai pas parlé depuis plus de 3 ans, qui s'est levé à mon mariage et m'a dit de ne pas gâcher mon mariage. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je, et je le pense. Je ne lui souhaite aucun mal, même si je ne veux pas qu'il soit dans ma vie. Ta mère veut savoir s'il va rentrer à la maison, s'il va te rendre visite pendant sa convalescence. Non, Paul. C'est ton père. Il est malade. Il a cessé d'être mon père quand il a clairement fait comprendre que j'étais sa fille décevante. Je suis désolée qu'il soit malade, mais je ne viendrai pas en Pennsylvanie. Et Véronica? Elle veut te voir. Elle veut rencontrer sa nièce. Sophie n'a pas de tante. Elle a la famille qui veut faire partie de sa vie. Tu vas vraiment faire ça? Empêcher une enfant de 3 ans de connaître ses grands-parents et sa tante? Je protège ma fille des personnes qui la traiteraient comme elles m'ont traitée. C'est mon travail de mère. Paul essaie de discuter, mais je mets fin à l'appel. Puis je bloque le numéro. Marcus me trouve assise dans la salle de jeu de Sophie, regardant notre fille arranger ses animaux en peluche. Mon père a eu un AVC, lui dis-je. Paul a appelé. Ils veulent que je rentre. Tu veux y aller? Je regarde Sophie positionner soigneusement chaque animal, leur parlant avec la voix imaginaire qu'elle utilise pendant le jeu. Elle est en sécurité, aimée, certaine de sa place dans notre famille. Non, dis-je, je ne veux pas y aller. Je ne les veux pas dans ma vie ni dans celle de Sophie. Je veux exactement ce que nous avons ici. Marcus s'assoit à côté de moi. Alors c'est ce que nous garderons. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous continuons à construire la vie que nous avons choisie, la famille que nous avons créée, la maison où chacun est valorisé également. Mes parents ne rencontrent jamais Sophie, ne voient jamais la maison que nous avons achetée ou la vie que nous avons construite. N'ont jamais l'occasion de me montrer qu'ils ont changé ou grandi ou reconnu comment ils m'ont traité. Parfois, je ressens de la tristesse à ce sujet. Tristesse pour la relation qui aurait pu être s'ils avaient été des personnes différentes. Mais surtout, je me sens reconnaissante d'avoir choisi moi-même et ma fille plutôt que d'attendre des gens qui m'avaient déjà montré exactement qui ils étaient. Le discours de mariage était de 40 minutes pour Véronica et de 7 mots pour moi. Cette disparité m'a tout dit ce que je devais savoir sur ma valeur à leurs yeux. Déménager à 3000 miles de distance était ma réponse. Non par colère ou vengeance, mais par autopréservation et la reconnaissance que certaines relations causent plus de mal que de guérison. 6 mois après le déménagement, ils ont appelé pour demander pourquoi j'étais partie. La vraie réponse était plus simple qu'ils ne voulaient l'entendre, je suis partie parce que rester signifiait accepter que je ne serais jamais assez. Et j'ai décidé que je préférais construire une vie où je l'étais déjà. Sophie m'appelle de la salle de jeu, voulant me montrer le goûter qu'elle a préparé pour ses animaux. Je la rejoins sur le sol, louant son arrangement et acceptant le thé imaginaire qu'elle me sert. C'est à cela que ressemble la famille. Pas des discours comparant un enfant à un autre ou des rappels de fautes passées. Juste de la présence, de l'attention, de l'amour donné librement sans condition. C'est ce que je n'ai jamais eu en grandissant. Ce que mes parents ne pouvaient pas me donner. Ce que je refuse de continuer à espérer. Et c'est ce que je donne à ma fille chaque jour. À 3000 miles des gens qui m'ont appris que l'amour ne devrait pas avoir de classement, mais qui n'ont jamais appris cette leçon eux-mêmes. La pièce a éclaté de rire à ce discours de 7 mots. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas fait de scène, je ne les ai pas laissés voir à quel point cela m'avait profondément blessé. J'ai juste tranquillement planifié ma sortie de leur récit et construit quelque chose de mieux qu'ils n'auraient pu imaginer. 6 mois plus tard, ils ont appelé pour demander pourquoi j'avais déménagé d'État. Parce que vous m'avez fait me sentir petite toute ma vie et j'ai décidé de grandir ailleurs. C'est la réponse que je ne leur ai jamais donnée, mais c'est la vérité. Je vis chaque jour dans la famille que j'ai choisie et la distance que j'ai créée. Certains ponts sont faits pour brûler, surtout quand ils ne mènent qu'à des endroits qui vous font vous sentir moins qu'eux.